merci d'être là pour ce moment. Oui, comme ça, c'est mieux? Ok, je la refais. Donc bonjour à tous et merci d'être là pour ce moment que je souhaite un moment d'échange et d'interaction avec vous. Hein. Je ne veux pas que ça soit de l'unidirectionnel. On va parler test d'intrusion et on va parler open source. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Adi El-Khoury, je suis associé d'une jeune entreprise bordelaise qui s'appelle Knock Knock. Donc Knock Knock qui frappe aux portes, qui frappe à toutes les portes. Et vous comprendrez après, avec le sujet du test d'intrusion, pourquoi on s'est affublé de ce nom-là. Avant de démarrer mon propos, est-ce que tout le monde sait ce qu'est un test d'intrusion, déjà, dans la salle? Oui, tout le monde est à l'aise avec ça? Ok. Donc, un petit rappel, c'est un mandat qui est donné à des professionnels pour se mettre à la place d'une menace et pour essayer de s'introduire sur toute ou partie d'un système d'information. Alors, pour resituer aussi le test d'intrusion dans une logique d'appréciation et de réduction des risques cyber, il s'agit à un certain moment donc de valider ou pas un certain nombre d'événements redoutés. Donc c'est un peu un jargon qu'on retrouve dans les méthodes d'analyse de risque. Donc quand on discute avec une entreprise, on lui dit quels sont les événements que vous redoutez. Alors, les entreprises ont beaucoup de mal à imaginer ces scénarios-là. Du moins, elles ont du mal à se mettre dans la peau de la menace qui convoiterait leurs données. Donc, ce qu'on a tendance, nous, à faire avec ces entreprises-là, c'est de leur dire, écoutez, on a une technique ludopédagogique qui s'appelle la technique des hacker stories, qu'on a imprantée un peu à la technique des user stories, et au lieu de dire, en tant que gentil, en tant que client, je souhaite faire ceci pour en tirer telle valeur, je vais dire, je suis cybercriminel mandaté par la concurrence, virgule, je souhaite subtiliser votre fichier client ou votre feuille de route technologique, virgule, afin d'en déduire, de gagner un avantage concurrentiel. Donc on fait ce travail-là dans une logique d'appréciation des risques et après on quantifie ces risques-là, ces événements redoutés en termes de vraisemblance et en termes d'impact. Après la gageure, quand on passe à l'étape de test d'intrusion, c'est que quand on veut exprimer un besoin en test d'intrusion, comment on exprime ce besoin-là? Comment on l'exprime? Pour que justement le résultat de ce test d'intrusion puisse m'être utile dans la logique de réduction des risques. Aujourd'hui, on part d'un constat. Je ne sais pas quelle était la dernière fois que vous avez commandité un test d'intrusion ou quelle était la dernière fois où vous avez lu un rapport de test d'intrusion. Souvent, ce qui est restitué dans ce rapport de test d'intrusion n'est pas quelque part audible, n'est pas compréhensible par ceux qui ont mené l'analyse de risque. Et donc, on a du mal à rapprocher les deux. On a du mal à savoir si le chemin que s'est frayé le pentester sur le système d'information correspond bien à un événement redouté qu'on avait qualifié avec une vraisemblance qui est forte. Donc partant de ce constat-là, on a déjà un besoin, un problème, un point de douleur qui est celui d'exprimer un besoin en test d'intrusion. Donc on a proposé dernièrement sur notre site une sorte de liste qui pourrait constituer l'ossature d'un cahier de charges de test d'intrusion. Donc déjà le test d'intrusion, quand on le commande, il faut qu'on exprime un besoin. Donc c'est quoi ce besoin? Déjà, ce test d'intrusion, il doit nous permettre de nous mettre dans la peau de qui? Et ça c'est très important. Est-ce que je veux me mettre dans la peau de mon infogérant qui se fait pirater? Est-ce que je veux me mettre dans la peau d'un acteur, d'un groupuscule mafieux qui s'est reconverti vers la cyber et qui a les compétences et qui a les ressources? Est-ce que je veux me mettre dans la peau de... etc. etc. Donc, il y a une première question qui est fondamentale. Contre quel type de menace je cherche à me prémunir? Donc, il va falloir, au préalable, que j'ai effectué un minimum de renseignements sur la menace ou de profiling de la menace. Première chose. La deuxième chose, quel est le point d'ancrage de ce test d'intrusion? On se rend compte aujourd'hui que la quasi-totalité des tests d'intrusion qui sont commandités par les organisations sont des tests d'intrusion externes, sur des périmètres qui deviennent de plus ou moins bien protégés.
Et quand on pose la question pourquoi il y a très peu de tests d'intrusion qui sont commandités à partir de l'intérieur, à partir de points d'ancrage, on nous dit parce qu'on sait qu'on n'est pas bon, on sait qu'on a des réseaux qui sont encore à plat, on sait qu'on n'a pas de cloisonnement, on sait que de plus en plus on donne accès à nos partenaires, mais on est obligé de considérer que nos partenaires, que nos affiliés, etc., sont des partenaires de confiance, donc on n'ose pas trop. Bon. Donc ce deuxième point, cette deuxième rubrique du cahier des charges est très importante, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut que cette menace s'ancre. Et quand on revient à cette appréciation des risques, quand on fait des appréciations des risques dans les entreprises, on se rend compte que les événements redoutés, qui ont le plus de vraisemblance et qui auraient le plus d'impact sur le système d'information, sont des événements redoutés portés par une menace qui est plutôt interne. Donc là, la question qui se pose, comment ça se fait que la quasi-totalité des tests d'intrusion, elle est aujourd'hui commanditée par l'extérieur? Donc on n'est pas bon. La troisième chose, c'est, OK, on a décidé d'un point d'ancrage. Après, cette menace qu'on cherche à personnifier, c'est une menace qui ne connaît rien de l'entreprise? C'est une menace qui s'est introduite physiquement dans l'entreprise? Est-ce que c'est une menace qui a donné une clé USB à quelqu'un qui a accès à l'entreprise pour lui dire juste insère cette clé USB dans une machine? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaissait l'entreprise? Est-ce que c'est quelqu'un qui est toujours dans l'entreprise et qui est en délicatesse avec sa hiérarchie, etc. Donc tout ça va nous permettre de choisir la couleur de la boîte, justement, de ce test d'intrusion. Est-ce une boîte blanche? Est-ce une boîte grise? Est-ce une boîte noire? Okay. Boîte noire, je ne connais rien, autre que le nom de l'entreprise. Boîte blanche, je connais beaucoup de choses. Et boîte grise, voilà, avec les 50 nuances de gris, j'ai des connaissances plus ou moins partielles. Et d'ailleurs, je peux, au gré du test d'intrusion, je peux augmenter la teneur en gris pour justement dire que je dispose de plus en plus d'infos. Donc ça également, va falloir l'exprimer comme besoin. Après, il y a des besoins qui sont relatifs au suivi de ce test d'intrusion. Également, et c'est un constat qu'on a effectué, c'est que le test d'intrusion, déjà qu'il est ponctuel, qu'il est annuel, qu'il est onéreux, etc., on a du mal à le suivre quand on est, nous, le commanditaire, le donneur d'ordre. On sait qu'il démarre à un instant T. On ne sait pas si on devrait ou pas notifier la DSI ou nos équipes informatiques ou notre infogérant de l'existence de ce test, chose qui peut avoir une vertu, à savoir tester leur capacité à lever des alertes. Okay. Donc déjà, est-ce qu'on les prévient, on ne les prévient pas? Et surtout, pendant le test, entre T0 et la remise du livrable, on ne sait pas où en est le test. Donc ça, pareil, dans une expression de besoin qui se veut améliorée et meilleure dans le temps, il va falloir qu'on exprime ce besoin de visibilité, de clarté sur ce workflow de pentesting. Et le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est OK, on a fait le pentesting, on a demandé au pentester de se mettre dans la peau de telle ou telle menace, on lui a dit qu'il va falloir qu'il choisisse tel ou tel point d'ancrage, on lui a dit de disposer, de simuler une connaissance plus ou moins approfondie de nos systèmes et de nos processus et de nos traitements. On lui a dit qu'on aimerait connaître à tout instant où en est le test, quelles sont les vulnérabilités qui ont été découvertes, vers quelle bien-valeur elles peuvent conduire. Et on arrive vers la fin, c'est la résultante, c'est ce fameux livrable, c'est ce fameux rapport. Et pareil, on se rend compte de quoi aujourd'hui? C'est que le livrable du test d'intrusion n'est compréhensible que par des équipes qui sont techniques. On se rend compte également que ce rapport de test d'intrusion, et la plupart des tests d'intrusion et des rapports qu'on a analysés le montrent, liste des vulnérabilités, il les qualifie en criticité technique, mais on n'a aucune clé de priorisation métier. Et donc ce rapport d'intrusion, quand il arrive chez le donneur d'ordre, il n'est lisible que par des interlocuteurs techniques, et il n'est pas du tout actionnable, il ne présente pas de priorisation métier. Et quand on se retrouve avec des rapports de vulnérabilité ou de tests d'intrusion, avec des listes à l'après-vert de vulnérabilité, on n'a aucune clé après pour prioriser les chantiers de remédiation. Donc déjà, par rapport à ce tableau que je dresse de l'expression de besoin de tests d'intrusion, est-ce que vous partagez ce constat?
Oui. Ok. Donc déjà, il faut que, sans parler automatisation et sans parler intelligence artificielle, il faut déjà qu'on s'améliore sur l'expression de besoin. Okay. Mais on va supposer qu'on s'est amélioré sur l'expression de besoin et qu'on est capable désormais d'être plus précis, de savoir, de qualifier mieux les prestataires. Aujourd'hui, on est face à une raréfaction, je ne veux pas employer le mot pénurie, il est un peu fort, mais une raréfaction des compétences en pentesting. Et on le voit avec les tarifs journaliers des pentesters qui avoisinent aujourd'hui les 2000 €, voire 2500 €, parce que les compétences sont rares. Et donc, loi de l'offre et de la demande, voilà, ça fait que les prix flambent. Donc, le test d'intrusion qui déjà n'était accessible qu'à des entreprises d'une certaine maturité et d'une certaine taille, devient de plus en plus rare. Il devient de plus en plus inaccessible à des structures plus petites. Okay. En contrepartie, on a une menace et des incidents qui flambent, et je ne vous apprends rien, on le voit tous les jours, on le lit tous les jours. Donc le besoin en audit et en contrôle permanent de la sécurité du système d'information augmente, et donc on se retrouve frustré. Donc, ok, on s'est amélioré dans l'expression de besoin, mais en face de nous, on n'a pas. On a une offre voilà, qui est escalée. Comment ? Ça s'est raréfié parce que il y a eu une demande qui a explosé. Okay, il y a eu une maturité chez certains grands donneurs d'ordre qui a augmenté, des moyens beaucoup plus importants alloués à la cybersécurité, mais en face, il n'y a pas suffisamment de diplômés et de jeunes entrants sur les métiers de la cyber. Alors moi-même, je donne des cours dans des écoles d'ingénieurs. J'ai la chance de donner des cours dans le Master international de l'EPITA. Et là, mon propos, il ne faut pas qu'il soit compris comme étant un propos qui s'applique uniquement au contexte français. Il y a 40 nationalités différentes dans ce master. Donc il y a des Indiens, il y a des Suédois, il y a des Américains, il y a des Nord-Africains, il y a des Africains, il y a des Européens, etc. Sur une promo de 100 personnes, combien de personnes choisissent la filière sécurité, à votre avis ? Alors, un seul, c'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, ils sont 10 ou 15 sur 100. Et ça, filière sécurité toute confondue. Pas uniquement sécurité offensive, c'est-à-dire pentesting. Et quand je leur pose la question, comment ça se fait ? Ce sont des métiers, pas d'avenir, ce sont des métiers d'aujourd'hui, mais on le vit tous à notre niveau, même en tant que citoyennes et citoyens. On voit les incidents, on voit tout ça, on voit les challenges. Ils me disent, pour certains, on ne se sent pas qualifié pour aller vers des métiers de pentesting. On a l'impression qu'ils sont inaccessibles en termes de compétences. Donc déjà, ça, ils l'écartent. 2, pour celles et ceux qui pensent à des métiers de type responsable sécurité ou des choses comme ça, ils disent, de ce qu'on lit, c'est que les responsables sécurité, in fine, des jeunes seuls, finissent par déjeuner seuls à la cantine, ils sont incompris, etc. On n'a pas envie de ça. Et le troisième argument qu'ils donnent, c'est nous, on préfère aller choisir la filière intelligence artificielle, data science, management des systèmes d'information ou développement logiciel, parce que dans le développement logiciel, on a l'impression de créer quelque chose de concret et de tangible. Et on ne va pas s'isoler du reste de l'entreprise et on va continuer à déjeuner avec les collègues. Donc c'est un état de fait. Sur 100, il y en a 10. Et sur les 10, il y en a 1 ou 2 qui se sent capable ou qui a cette envie de faire du pentesting. Donc, qui bascule dans du mauvais côté de la barrière. Donc on a appris à mieux exprimer le besoin. Mais en face de nous, il y a une raréfaction de cette compétence. Il y a une explosion de la menace. Donc à un certain moment, comment on fait ? Okay ? Comment fait-on ? Donc nous, c'est pour ça qu'on est parti de ce constat-là. Et on a interviewé pas mal de pentesters. Okay ? Et on leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes submergé de travail ? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sursollicité ? Parce que c'est le cas. L'offre, visiblement, est 5 fois plus importante que la demande. Donc comment vous faites ? Et c'est là où ils nous ont fait part de leur frustration, comme quoi leurs managers, aujourd'hui, leur mettent la pression pour finir le pentest plus vite, pour bâcler le rapport. Déjà qu'eux, ils n'étaient pas fans de formalisation et de rapport, etc. Donc ce qui fait que, au-delà de la raréfaction de la compétence,
on a des pentesters qui sont frustrés, qui ne vont pas au bout de leur intelligence, au bout de leur proposition de valeur, et qui bâclent un rapport qui déjà n'était audible que par des populations techniques et qui se retrouve encore moins audible parce qu'il est bâclé. Donc tout ça fait que le pentesting en tant que pentesting a perdu beaucoup de sa superbe, a perdu beaucoup de ce qu'on connaissait il y a 10, 15 ou 20 ans. Bon, vous allez me rétorquer en me disant « Oui, mais c'est pour ça qu'il y a eu les plateformes de bug bounty qui ont eu cet essor-là, et on le voit avec Yogosha, on le voit avec YesWeHack, on le voit avec les fonds. » Certes, mais il ne faut pas confondre les chasseurs A', les chasseurs de vulnérabilité, et la logique du test d'intrusion. Alors, est-ce que vous connaissez la principale différence qu'il y a entre ces deux-là? Alors, ce que vous avez dit là, en dernier, fait partie du cahier des charges. Est-ce que je veux un test d'intrusion qui me dessine au stabilo tous les chemins d'attaque possibles, ou c'est juste un catch the flag, c'est-à-dire démontre-moi que tu es rentré. Bien sûr, ça m'intéresse le chemin, mais déjà montre-moi que tu es capable. C'est un challenge. Alors les chasseurs à prime, ils vont être rémunérés cette fois-ci au résultat. Et ce n'est plus une obligation de moyens comme pour les tests d'intrusion, c'est une obligation de résultat. Ils vont être rémunérés à la prime qui est trouvée. Et qu'est-ce qui se passe sur des environnements qui deviennent de plus en plus matures? Le chasseur à prime, ça ne l'intéresse plus, n'est-ce pas? Ça ne l'intéresse plus, parce qu'il ne va plus rien trouver, donc il va se détourner, il va aller chasser ailleurs. Donc ça, c'est un. Et le chasseur à prime, il est rémunéré à la vulnérabilité, mais il n'est pas rémunéré au chemin d'attaque. Alors que dans le test d'intrusion, encore une fois, il y a cette image-là de chemin dessiné, de chemin d'intrusion, ou de chemin avec S d'intrusion, dessiné au stabilo. Donc, oui, le bug bounty, il a permis peut-être de donner un accès à la découverte de vulnérabilité qui est moins onéreux, qui est dans une logique d'obligation de résultat, mais on n'a pas répondu au vrai besoin, qui est celui, à tout moment, de savoir si les événements redoutés qu'on aurait quantifiés dans une appréciation des risques, est-ce qu'ils sont faisables et par quel biais. Donc, partant de tous ces constats-là, on s'est dit, il va falloir analyser également deux phases. La phase de conduite du test d'intrusion. Quelle est véritablement, on va prendre un test d'intrusion de T0 jusqu'à la fin et on va regarder le temps alloué à chacune des phases. Je pense que vous connaissez, si vous connaissez les tests d'intrusion, vous en connaissez les phases. On commence par une phase de reconnaissance. Active, passive. Passive, je vais chercher des infos qui traînent en source ouverte. Je cherche un peu dans le dark web. Active, je commence à interagir avec les systèmes pour les cartographier, j'énumère les vulnérabilités, j'énumère les exploits qui me permettent d'exploiter ces vulnérabilités et je commence à exploiter les failles les unes après les autres. Je fais des mouvements en profondeur ou latéraux quand je suis bloqué jusqu'à la fin. Donc on a regardé tout ça et on s'est rendu compte que sur les premières phases, de reconnaissance active surtout, il y a énormément de temps qui est passé à scanner des machines, à énumérer des vulnérabilités, etc., etc. Et que ce temps-là, justement, est chronophage. Et pareil, il prive le pentester du temps nécessaire qui est à minima à allouer sur l'intelligence, sur véritablement se mettre dans la peau de la menace. Donc on s'est dit que déjà, en analysant ce process-là du pentester, est-ce que grâce à l'automatisation, je ne parle pas encore d'intelligence artificielle, grâce à l'automatisation, on ne peut pas gagner. Et c'est ce qu'on s'est employé à faire chez Knock Knock. On a commencé à constituer une boîte à outils qu'on a appelée Hacker Toolbox, qui dans un premier temps est allée recenser, cartographier, récupérer des outils de pentesting, y compris des outils qui sont en open source, pour déjà voir combien on peut les automatiser. Et en faisant ce travail-là, et c'est là le lien avec l'open source, on s'est rendu de quoi? On s'est rendu d'une foultitude de scripts qui existent, de logiciels qui existent et qui ont des vitesses de maturité, qui ont des capacités à être maintenus et à durer dans le temps, qui sont très très variables. Et au quotidien, on ouvre des tickets auprès de Metasploit, auprès d'autres outils, parce qu'il y a des bouts qui ne fonctionnent pas, il y a des bouts qui bug, il y a des pentesters à un certain moment qui ont senti ce besoin d'automatisation, qui ont automatisé des choses, ont rédigé le script, ils l'ont poussé, et puis il n'est plus maintenu.
Et donc, on s'est dit, oui, il y a un besoin d'automatisation, mais aujourd'hui, on a un besoin de centralisation et quelque part de normalisation de ces outils-là. Du moins dans leur input et leur output, c'est-à-dire dans les interfaces homme-machine qui nous permettent d'interagir et de lancer ces outils, et surtout dans l'output pour que ça soit interopérable, et surtout de voir comment on va les maintenir et les faire vivre dans le temps. Ça, c'est un premier écueil qui est très important. Un deuxième point de vigilance, c'est que moi, si je suis mal intentionné, et que je sais que ces pentesters utilisent ces outils-là qui sont disponibles, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre un de ces outils et le corrompre, n'est-ce pas? Quelle est la garantie qu'on a aujourd'hui qu'un outil de pentesting, quel qu'il soit, ne contient pas lui-même des portes dérobées? Donc, d'où la nécessité également d'être vigilant dans l'usage et l'utilisation de ces outils-là. Donc ça également, c'est une des vocations de notre entreprise, c'est de dire, voilà la cartographie des outils, okay, voilà déjà les écarts qui existent en termes de maturité, de maintenabilité et d'ergonomie d'interface entrée-sortie, mais également quels sont les mécanismes à mettre en place pour nous assurer à minima de la fiabilité de cet outil. Et au lieu d'être dans une logique de test d'intrusion pour améliorer la sécurité de notre client, on serait amené quelque part à injecter dans le système d'information de notre client des portes dérobées. Parce que, oui, vous allez me dire, oui, mais ces outils sont sur le poste du pentester. Oui, dans un premier temps. Mais une fois qu'il a réussi une intrusion sur une machine, il s'installe sur la machine et il cherche sur la machine à installer ces outils-là. Et donc, aujourd'hui, quelle est la garantie? Oui, vous allez me dire, oui, ces outils sont très utilisés à gauche, à droite. Moi, j'en ai côtoyé beaucoup de pentesters. J'en connais pas beaucoup qui ont mis cet outil de pentesting dans un bac à sable, okay, qui ont mis un proxy et qui ont écouté avec précision tous les flux entrants et sortants de cet outil-là. Donc, encore une fois, au-delà de tout ce qu'on a dit, aujourd'hui, même l'automatisation doit être une automatisation qui est très vigilante, qui se fait avec rigueur et avec méthode, dans une logique de software development, secure software development lifecycle, c'est-à-dire avec des normes, avec un œil critique de sécurité. Okay, donc ça on l'a vu, on commence à s'y atteler dans cette Hacker Toolbox pour faire gagner du temps aux pentesters. Ça, c'est la première partie, qui était chronophage, qui prend du temps et qui est risquée. La deuxième phase de ce pentesting, de T0 jusqu'à la fin, on a une grosse part de reconnaissance et on a une grosse part de rapport qui fait rebuter les meilleurs des pentesters. Ils n'aiment pas rédiger des rapports. Donc pareil, sur les rapports, on a analysé des centaines de rapports. On s'est rendu compte que quoi? Le rapport, tout ce que contient le rapport peut facilement sortir et être mis en annexe. Okay, on a scanné, on a trouvé sur telle adresse IP, ces ports TCP, UDP, etc. Et il y a des pages et des pages et des pages de ça qui n'apportent rien quelque part au lecteur. Et donc, ce qu'on s'emploie à faire également, nous, c'est de développer également des outils qui permettent de générer une grosse partie de ces rapports pour faire gagner du temps au pentester, tout en le rendant coproducteur. C'est-à-dire une bonne partie du rapport va être générée automatiquement, et une autre partie va être laissée à sa... va lui être ouverte pour que lui, il injecte ce qu'il a à injecter. Donc en faisant ce travail-là, déjà, on leur fait gagner du temps. Et donc quand on leur fait gagner du temps, ils sont moins frustrés, parce qu'ils pourront faire les tests d'intrusion plus vite, et peut-être allouer le temps nécessaire à la partie catch the flag qui les passionne. Après, on s'est dit, très bien, on fait un test d'intrusion par an à minima. Ça, c'est quand on est un grand compte. Mais quand on est une ETI, une PME, une TPE, un acteur industriel dans l'agroalimentaire, etc., souvent, c'est un pen test tous les 2 ans. C'est-à-dire, tous les 2 ans, je me dote d'un instantané Polaroid, des chemins d'attaque qui peuvent mener vers mes biens sensibles. Alors que tous les jours, il y a des gens qui essayent de m'infecter avec du rançongiciel. Tous les jours, j'ai des gens qui pètent un câble dans l'entreprise, qui sont en délicatesse avec leur hiérarchie. Tous les jours, je me transforme à une vitesse galopante numériquement. Et le Covid nous a fait faire des bonds de 6 ans en transformation numérique, parfois hâtive et galopante. Donc quand on regarde tout ça, on se dit, OK, un test d'intrusion tous les 2 ans, alors qu'on a une menace qui explose,
On a une industrie 4.0 dans l'agroalimentaire qui rentre. On veut connecter tout à tout, etc. Comment peut-on avoir un minimum de sérénité? D'ailleurs, c'est une des slides qu'on emploie. Comment on peut avoir un minimum de sérénité face à la menace? Donc, elle est où? Donc ça, c'est le visuel qui est là, qu'on aime bien. Tout le monde dort, sauf le responsable sécurité ou celui ou celle qui endosse le rôle. Donc comment on peut avoir une telle sérénité? Comment on peut être dans le préventif si on ne se dote pas de cette capacité, justement, régulièrement et à des coûts qui sont digestes et accessibles, de réaliser ces tests d'intrusion. Donc c'est là où on s'est dit, OK, on a aidé notre client à imaginer et à apprécier les risques. On a mis dans les mains des pentesters des outils plus normés, plus durables, plus maîtrisés. On leur a fait gagner énormément de temps sur la phase de reconnaissance et sur la phase de génération de rapports. Vu qu'on a fait les Hacker Stories avec eux en premier, et les Hacker Stories, leur impact, il est dans un langage métier, on va prendre ces arguments et on va les injecter dans la synthèse du rapport qu'on aura généré automatiquement pour que le rapport soit business readable, c'est-à-dire également lisible par des non-techniciens. On a fait tout ça, mais on n'a pas répondu à la répétabilité qui est souhaitée. On n'a pas répondu à ce critère de coût. Donc, qui dit répétabilité dit capacité technologique à répéter, mais dit également question de coût. Et c'est là où, justement, et c'est d'où l'association que j'ai eue avec mes deux camarades, qui sont Léo Dupouille et Arthur Duché-Suchot. Eux, ils ont eu une expérience par le passé dans l'intelligence artificielle, et plus particulièrement dans une sous-rubrique de l'intelligence artificielle, qui est celle de l'apprentissage par renforcement, le Deep Reinforcement Learning. Donc, c'est d'ailleurs la technique qui a permis de battre au Go le meilleur joueur de Go. Okay. Et donc, quand on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an, juste avant le premier confinement, alors que personnellement, je suis très méfiant par rapport aux effets de mode, aux mots qui sont à la mode, etc. Là, on s'est dit, après avoir dressé tout ce constat, que si on veut devenir plus intelligent que la menace, si on veut répondre à cette problématique de raréfaction, si on veut répondre à ce côté très dynamique, très mouvant, très agile des systèmes d'information et de la menace, à un certain moment, il faut qu'on se fasse aider par la machine. Et une des manières les plus peut-être efficaces et intelligentes, c'est d'aller piocher dans l'intelligence artificielle. Et donc, Hacker Stories pour apprécier les risques, Hacker Toolbox pour recenser, cartographier, nettoyer, fiabiliser les outils de pentesting, et Hacker in Residence, qui est notre promesse ultime, qui est celle de doter les entreprises de toute taille, qu'elles soient petites ou grandes, d'un robot qu'on appelle Hacker in Residence, qui, lui, va émuler le travail d'un pentester ou d'un cybercriminel, etc., quel qu'il soit. Et donc, ce robot-là, on va le mettre ici, le brancher à un endroit, sur un point d'ancrage. On va lui dire, voici le terrain de jeu. Okay. Et on va lui dire, on cherche à atteindre ce drapeau-là, ce bien-valeur. Et après, c'est à lui, au gré de ses explorations, au gré des vulnérabilités qu'il rencontre, au gré de ses apprentissages, au gré des carottes et des bâtons qu'on va lui distribuer. Là, tu as bien fait, là, tu n'as pas bien fait, là, tu es en train de te cogner la tête contre le mur 50 fois, c'est pas bien. On va chercher justement à émuler, à démocratiser, à automatiser le travail d'un pentester. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche à faire. On a des résultats qui sont assez concluants, certes sur des systèmes d'information qui sont plutôt des systèmes d'information qui ressemblent à ceux d'une start-up, okay, et on est en train de le faire grandir en maturité, de sorte à ce qu'il apprenne, il se muscle, il pioche dans cette Hacker Toolbox, et qui nous permettent justement de savoir si ces événements redoutés qu'on aurait imaginés en appréciation des risques, est-ce qu'ils sont réalisables ou pas.
Alors quand je dis justement, voilà, robot, alors hop. C'est d'ailleurs une slide qui pourrait éventuellement vous intéresser. C'est notre promesse ultime cherche à se différencier de tout ce qui existe sur le marché en termes de techniques d'audit. Okay, il y a l'audit sur site, okay, il y a les scanners de vulnérabilité, les tests d'intrusion, le bug bounty, le breach and attack simulation et knock knock. Et voilà notre ambition, nous, par rapport à ces techniques d'audit. Donc là, vous allez me dire, oui, mais là, tu nous parles d'un robot, et tu nous dis que ce robot va simuler le travail d'un pentester. Donc, ce robot, bien entendu, je peux appuyer dessus quand je veux. Je peux appuyer dessus quand je m'apprête à mettre en prod une nouvelle version de mon application. Je peux pas forcément le lancer sur ma prod, mais le lancer sur ma pré-prod. Il peut également tourner en sourdine en permanence et m'alerter à chaque fois qu'il y a un chemin d'attaque qui s'est ouvert. Ce qui est d'ailleurs très intéressant. Pourquoi ? Entre autres. Quand ce pentester humain a fait sa phase de reconnaissance, puis a listé les vulnérabilités, puis a commencé à en exploiter certaines, quand il a fait sa reconnaissance, il a une vision du périmètre ou de la surface à un instant T. Et à un instant T, en face de lui, peut-être qu'il y avait un administrateur du firewall qui a coupé certains flux. Et lui, il continue son test d'intrusion. Mais dans la vie d'une entreprise, ce même administrateur de firewall a peut-être ouvert, entre-temps, une fenêtre. Cette fenêtre, elle peut être exploitée par la vraie menace, mais le pentester ne l'a pas vue. Et nous, dans cette logique de robot de répétabilité, on dit que le robot, également, il peut se cloner N fois. Et alors qu'il y en a un qui progresse sur le système d'information, il y en a un autre qui continue régulièrement à scanner et qui est capable d'alerter son collègue robot pour lui dire « Attention, là, derrière toi, il y a une route qui s'est ouverte. Ça serait bien qu'on l'explore. » Okay ? Donc, tout ça permettra une meilleure exhaustivité, de la répétabilité et surtout, et ça nous tient énormément à cœur, c'est de rendre ces techniques d'audit et d'évaluation de la sécurité accessibles à tous les acteurs d'un tissu économique quel qu'il soit. Et on sait que dans un pays quel qu'il soit, ce qui soutient l'économie, ce n'est pas les grands comptes, ce sont les TPE et les PME. Donc si on veut vraiment rendre la cybersécurité accessible à ces gens-là avec des outils intelligents, efficaces et à des coûts qui sont très très bas, il va falloir qu'on continue, nous, à investir, à développer ce type d'approche. Alors, un dernier point avant de vous laisser la parole, si vous le souhaitez. Vous allez me dire, vous développez un robot, quid des effets de bord. Okay ? Ce robot, il va aller piocher un exploit ici, il va tenter de l'utiliser, et si jamais il y a un effet de bord qui paralyse la prod, à ce moment-là, on n'a rien gagné. Donc là, on travaille sur 2 sujets. Et si d'ailleurs vous avez des expériences ou des idées, on en est preneur. Nous, dans l'idéal, le jour où on arriverait à simuler totalement le système d'information d'une entreprise, carrément en la virtualisant, on lancerait le robot sur ce clone du système d'information. Okay ? Comme ça, il n'y a pas de risque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est la lancer sur une pré-prod, mais pas sur une prod. Une troisième chose, et qui répond à un des besoins que j'avais évoqué dans mon propos liminaire, c'est qu'aujourd'hui, on manque de visibilité sur le déroulé du pentest. Et nous, vu que c'est un robot, vu qu'il va sortir et mettre des paquets, recevoir des paquets, nous, on va tracer tout ça et on va permettre aux donneurs d'ordre à tout moment, comme s'il observait un jeu avec Pac-Man. Je ne sais pas si vous avez connu Pac-Man à l'époque. C'est comme si on regardait la console Pac-Man et on voyait où est Pac-Man. Donc nous, dans nos interfaces homme-machine, dans notre interface utilisateur, on va donner la possibilité aux donneurs d'ordre de savoir à tout moment où est le robot aspirateur, où est notre robot Hacker in Residence. Ce qui voudrait dire qu'on peut à tout moment demander que le test d'intrusion soit arrêté, et ce qui voudrait dire que ce robot-là qu'on cherche à développer, on va toujours donner la possibilité à un humain de le piloter et de l'arrêter en fonction d'une dangerosité d'un exploit, en fonction d'un risque d'effet de bord,
en fonction de ceci ou de cela. Okay. Donc voilà un peu les constats qu'on a dressés par rapport aux tests d'intrusion tels qu'ils étaient conduits jusqu'alors. Voilà ce que peut nous permettre l'intelligence artificielle. Voilà aujourd'hui les risques et les lacunes et les opportunités de l'open source, parce que, encore une fois, nous, cette boîte à outils, elle est principalement composée d'outils open source, et heureusement qu'il y en a. Et donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de redonner un peu à l'open source une partie de ce qu'elle nous a permis de faire, et que justement, ce travail de cartographie, de normalisation, peut-être d'alerte sur la fiabilité moyenne d'un outil, ou sur les faiblesses qu'elle a en input-output, ou sur la génération de rapports, ce sont des modules que d'ores et déjà on déverse nous dans l'open source, justement, pour que justement tout le monde puisse bénéficier de ces avancées-là, jusqu'au jour où on puisse atteindre notre promesse ultime, qui est celle de mettre sur le marché un hacker in residence qui est efficace. Et donc la dernière slide est la slide justement des 3 briques dont je vous ai parlé. Hein. Une première brique qui fait rencontrer l'offre et la demande entre les pentesters et les donneurs d'ordre, okay, qui permet de bien exprimer le besoin, de bien restituer le résultat, de donner une visibilité en temps réel sur le déroulé du pentest. Une brique qui est cette fameuse boîte à outils de hacking qui recense tous les outils qui existent, y compris des outils open source, okay, qui cherche à les identifier, à les classer, à les noter, à proposer des améliorations, à les normer en entrée-sortie, à les rendre interopérables. Et puis la promesse ultime qui est Hacker in Residence, qui peut-être à la fin de la fin serait ce robot aspirateur qui est capable de se frayer des chemins en permanence sur le système d'information et qui permet d'alerter justement les entreprises sur les chemins d'attaque possibles, au-delà de la simple vulnérabilité technique. Parce que la simple vulnérabilité technique, elle est là, elle va rester longtemps, hein, parce que tout logiciel est développé par des hommes et des femmes qui peuvent faire des erreurs, ou qui peuvent ne pas voir des choses, ou qui peuvent manquer de méthode. Donc la vulnérabilité logicielle est là ou elle n'est pas là, mais la gageure est d'avoir une vue sur le chemin d'attaque et surtout sur les impacts métiers qui peuvent être induits par ce chemin d'attaque, parce que les décideurs, quels qu'ils soient, ne raisonnent qu'en termes de risque. Et si on veut les faire bouger, si on veut leur sponsorship sur des actions de remédiation, va falloir qu'on restitue tout ça dans un langage qui leur est compréhensible. Alors, j'ai essayé de rester dans les temps. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, des interactions auxquelles je serais heureux de répondre. Alors, aujourd'hui, notre première brique, elle existe, celle du haut. Le fameux rectangle du haut, il existe. La Hacker Toolbox, elle est en grande partie réalisée. Et d'ailleurs, on l'a fait sur pas mal de choses de reconnaissance. Et on a chronométré. Hein. On a mis un pentester qui faisait de la reconnaissance. À côté de ça, on a mis notre automate. Et on a vu que la chose qui prenait 35 heures, ben, elle prend 3 minutes et 18 secondes avec notre automate. Donc ça, c'est en train de monter en puissance, la Hacker Toolbox. Et d'ailleurs, on commence à en proposer certaines parties chez des acteurs de l'agroalimentaire. Et pourquoi l'agroalimentaire en particulier? Parce que les acteurs de l'agroalimentaire aujourd'hui sont en train de se numériser. Ils vont vers ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Ils veulent que les lecteurs de code barre qui sont sous Android soient connectés. Ils veulent que les tapis qui transportent des pots de confiture soient connectés, etc. Et ils ont une hantise. C'est quoi cette hantise? C'est une porosité entre le système d'information bureautique et le système d'information industriel. Donc nous, on est en train de mettre à leur disposition un automate qui, tout le temps, scanne et cherche à se frayer des chemins. Et le jour où l'infogérant, par mégarde, a ouvert un flux entre deux VLAN qui étaient censés être étanches, bah, tout de suite, il y a une alerte qui est levée par notre automate vers le responsable sécurité ou le responsable IT pour lui dire « Attention, il y a une porte là qui s'est ouverte, qui peut justement faire que vous allez tendre votre flanc à un ransomware qui frapperait votre réseau bureautique. » Donc ça, c'est prêt. C'est en prod chez certains de nos clients dans l'agroalimentaire, parce que c'est là où on a eu des opportunités, c'est là où on avait quelques touches, et on voit que c'est répétable pour toute entreprise qui a justement cette cohabitation entre un système d'information bureautique et un système d'information industriel. Et pour répondre à donc
elle continue à s'étoffer au gré de notre veille et de tout ce qu'on recense comme outil. Et après, notre Hacker in Residence, qui est la promesse ultime, aujourd'hui, on a une démo qui fonctionne sur une dizaine de machines. Et d'ailleurs, on serait heureux, si vous le souhaitez, je vous laisserai ma carte. On fait une démo mensuellement en ligne. Donc si ça vous intéresse, on vous y conviera avec grand plaisir. Donc il est en train de se muscler. C'est véritablement quelqu'un qui va à la salle de sport régulièrement et qui cherche à se muscler. Aujourd'hui, il est assez musclé sur un petit parc de 10 machines, qui est pertinent même dans un contexte simple. Parce que vous imaginez bien, l'intelligence a beaucoup plus de valeur, c'est-à-dire la valeur apportée par une intelligence artificielle est proportionnelle à la complexité du système. Et on est très confiant, on est assez confiant sur le fait que plus on va agrandir les systèmes d'information, leur taille et leur complexité, et plus l'IA serait pertinente. Donc on a une démo, on vous y conviera avec grand plaisir. Et nous, notre feuille de route nous conduit vers fin 2022, vers un produit qui est assez costaud et assez robuste. Mais encore une fois, on a déjà 2 briques qui permettent de gagner énormément de temps, qui permettent d'avoir une appréciation des risques dignes de ce nom, avec notre technique ludopédagogique des Hacker Stories. Et voilà. Et nous sommes dans cette logique-là, justement, de coproduction, de collaboration. Donc si vous-même ou des entreprises autour de vous, vous pensez qu'elles peuvent mettre à notre disposition des environnements, des bacs à sable, des pré-prod qui peuvent muscler encore plus notre robot, nous en sommes preneurs. Qu'est-ce qu'apporte, vous parlez beaucoup d'intelligence artificielle tout au long de la présentation, qu'est-ce qu'elle vient apporter dans votre système? Est-ce qu'elle va au-delà d'une simple promesse? Est-ce qu'elle est vraiment utilisée au sein de votre système et au sein de ce qu'il y a derrière? Comment elle est gérée, cette intelligence? Quand je vous ai dit sur la dizaine de machines sur laquelle on l'a lancée, c'est véritablement un apport de l'intelligence artificielle et du Deep Reinforcement Learning qui a fait que, et il y a des courbes en fait, et Léo pourrait, qui est notre tête pensante IA, pourrait en parler encore mieux que moi. Tout de suite, en un seul clin d'œil sur le nombre d'itérations et la tête, la forme de la courbe, on voit... En fait, cette technique-là, elle repose sur quoi? On ne va pas dicter. À la différence des breach and attack simulation ou à des outils de cette nature-là, nous, on ne cherche pas à rejouer ou à tenter de jouer un chemin. Nous, on donne un terrain de jeu, on spécifie un drapeau à attraper, et après, on codifie la carotte et le bâton. Okay? Dans les tout premières semaines de notre existence, on se rendait compte que notre système de reward, de récompense et de sanction n'était pas bien adapté. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que ce robot, il fonçait tout droit vers le mur, il continuait à se cogner la tête contre le mur alors que la porte à gauche était ouverte. Donc, c'est en calibrant justement ces coefficients de pondération de la carotte et du bâton qu'on a vu que tout de suite après, voilà, il a appris et il a su, en fonction de la typologie du système qui est en face, en fonction de la technologie qui est en face, en fonction du type de vulnérabilité et d'exploit qui est en face, voilà, il a su se frayer un chemin dans le ventre mou du système d'information. Parce qu'encore une fois, on se rend compte de quoi statistiquement quand on regarde et on analyse les incidents cyber? La quasi-totalité des incidents cyber, bon, mis à part du Pegasus ou des choses pour espionner les présidents de la République, mais la plupart exploitent des vulnérabilités qui sont simples, qui sont connues. Encore le back to basics qu'ils ont rappelé aux assises de la sécurité de Monaco hier. On a des fondamentaux qui ne sont pas là. Et donc nous, justement, avant d'aller nous protéger contre les Russes, les Chinois ou que sais-je, il faut déjà qu'on puisse avoir une meilleure hygiène informatique et qu'on soit à même de voir et de combler les vulnérabilités qui sont simples. Donc nous, il va être capable très vite, voilà, d'identifier ces chemins-là et de nous alerter. Donc on n'en est pas encore juste sur un arbre de décision sur papier. Voilà, on l'a mise en application, mais encore une fois, lors de notre démo, c'est Léo qui officie et il pourra vous dire plus en amont où est-ce que nous en sommes et surtout vers quoi on tend là-dessus. C'est véritablement... Sinon, moi, personnellement, je ne me serais jamais embarqué dans cette aventure parce que je suis très, très méfiant. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce secteur-là. Je suis très méfiant des effets de mode et des buzzwords, mais
heureusement ou malheureusement, le seul moyen aujourd'hui de renverser le déséquilibre entre la défense et l'attaque, c'est de se faire aider intelligemment par la machine. Sinon, on n'y arrivera pas. Malheureusement. S'il y avait un permis d'exercer dans le numérique, si toute personne qui développait un objet connecté ou une industrie 4.0 ou une application mobile, si elle passait par un filtre de contrôle et de qualification régalienne qui atteste qu'on a suivi la méthode, qu'on a un software development lifecycle qui est bon, ok, je vous aurais dit, peut-être on aurait pu espérer. Mais vu qu'on n'a pas encore de permis d'exercer dans le numérique et que tout à chacun connecte tout à n'importe quoi, à un certain moment, si on veut être plus intelligent que la menace, il faut qu'on se fasse aider par la machine. Et ma dernière question, aujourd'hui du coup on est dans un salon qui met en avant les solutions open source et j'imagine que votre Hacker Toolbox est grandement basé sur des solutions open source. Tout à fait. Comment aujourd'hui, vous, en tant qu'entreprise qui du coup est là pour générer du profit, comment vous recontribuez derrière à l'écosystème open source et comment vous remerciez en quelque sorte les outils que vous utilisez directement dans votre Hacker Toolbox Exactement. Et dans vos autres outils? Je vous remercie de cette question. J'ai essayé d'en toucher un mot, mais peut-être que je vais le reformuler pour que ça soit plus clair. Nous, le premier travail qu'on fait est un travail contributif, c'est que grâce à cette cartographie, cette carte heuristique qu'on fait de tous les outils de pentesting open source, on est, on est en train justement de les qualifier les uns un par un, les outils, et on est en train de notifier les développeurs, pour peu qu'ils soient toujours là et toujours joignables, que leur outil, il s'est arrêté en 2014, il n'a plus été maintenu. Donc on va offrir, dans la logique open source, des mécanismes justement de qualification, de notation. Je ne sais pas si le mot notation est adapté, mais de ces outils-là. Et c'est comme un indice de réparabilité quelque part. On souhaite donner cet indice de réparabilité pour que le jour où on s'apprête à utiliser cet outil-là, qu'on en sache les limites. Et quand cet outil-là intègre in fine, parce qu'il y a un travail parfois de veille, on voit des choses, on alerte. Après, certaines fois, on voit que l'outil est pertinent, on le récupère, on l'améliore, okay, on lui rajoute des fonctionnalités, okay, parfois on le commente, parfois on ouvre des tickets, et justement, elle est là notre contribution, c'est qu'on le prend, on l'améliore et on le redépose dans une logique open source. Donc ça, c'est pour les outils existants. Après, on développe une pléthore de scripts qui rendent ces outils interopérables les uns avec les autres. Pareil, ces bouts de scripts, ces bouts de code, on les déverse dans l'écosystème open source. Et dernièrement, nos outils de génération de rapports vont être également déposés en open source. Parce qu'aujourd'hui, les outils qui existent, et ce sont les paroles des pentesters, ils nous ont dit ils sont trop rigides, trop figés, ils ne permettent pas de gagner du temps in fine. Donc il y a un vrai besoin, et nous, ce vrai besoin, on va y contribuer dans une logique de open source, et on va déverser ça dans l'écosystème. Alors, ce qu'on ne déversera pas dans l'open source, et là-dessus on est également très clair, c'est le cœur, pour l'instant, le cœur du réacteur, à savoir notre moteur IA. Bon, vous le comprendrez, pour l'instant, ça va être le cœur du réacteur, le savoir-faire principal. Et certaines personnes nous disent, mais y en a qui font le choix de tout déverser dans l'open source, etc. Donc, nous, par rapport à ça, on n'est pas dans cette logique-là, ça c'est de 1. De 2, on dit que déjà, ici sur la Hacker Toolbox, quand on regarde la variété des outils, quand on regarde les challenges, quand on regarde les inputs qui sont nécessaires par une communauté la plus large possible, que ce soit une communauté de développeurs ou une communauté de pentesters, ou demain une communauté de chasseurs bug bounty, il y a déjà de quoi faire et de quoi collaborer sur le Hacker Toolbox avant d'aller collaborer sur le cœur du réacteur. Mais encore une fois, c'est notre position et notre perception à un instant T qui peut éventuellement évoluer dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a un tant soit peu éclairé? Est-ce qu'on a dit des choses que vous aviez vues, que vous aviez expérimentées? N'hésitez pas également.
Alors l'ensemble des constats que j'ai exprimés en premier, hein, sur la pénurie de compétences, sur la rareté, sur les limites, sur comment exprimer un besoin de pentesting, font l'objet de billets qu'on publie sur notre site noc-noc.fr. Donc n'hésitez pas, hein, vous allez retrouver stricto sensu mes propos sur le constat et ce constat exploratoire qui nous a amené à nous orienter vers des choix technologiques comme ceux que j'ai évoqués pendant cette présentation. Merci beaucoup à vous et bonne fin de journée. Merci.